Il est exactement 19 h à Moribabougou, depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci infiniment de votre soutien à Cherifla TV. Au sommaire de cette édition d'information, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, GLSM, soucieux de la pratique et de la bonne divulgation de l'islam authentique, vient d'initier des séances de formation à l'endroit des prédicateurs issus des 6 communes du district de Bamako. Une mission plus que jamais nécessaire pour assimiler les préceptes de la Malikia. Une étape cruciale vient d'être également franchie dans le partenariat entre le CICR et l'Université du Sahel de Bamako avec la remise officielle d'une bibliothèque d'ouvrages en droit international humanitaire DIH en français et en arabe. C'était au cours d'une cérémonie ce mercredi matin. Nous sommes le mercredi 24 mai 2017. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Cherifla TV. Comme je viens de vous l'annoncer en début d'édition, dans le cadre des préparatifs du mois de Ramadan, une séance de formation a été organisée à l'endroit des prédicateurs de Bamako, 2 prédicateurs par commune. Il s'agit là de renforcer leur capacité afin de mieux transmettre les thèmes, les préceptes de l'islam. Voyons ce reportage signé Tata Touré. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali se mobilise en cette veille du mois de Ramadan pour des journées de formation gratuite en faveur des prêcheurs. Cette formation vise à préparer les prêcheurs au bon comportement et les aider à véhiculer correctement leurs messages pendant ce mois béni de Ramadan. Bon, les prédicateurs, nous avons pris 2 dans toutes les communes. Bon, comme c'est la commune 1 qui organise, donc il y a plus de prédicateurs parmi en commune 1 que... Mais logiquement, on avait prévu 2 dans toutes les communes, plus la commune de Kalabankoro et Nyamana que nous prenons très généralement comme une commune. Donc, nous espérons qu'après la formation, ils pourront mieux transmettre les messages qu'ils sont en train de recevoir aujourd'hui. Les thèmes que les formateurs sont en train de développer, ils pourront mieux les transmettre à la population musulmane, pour que les actes d'adoration que nous faisons courant Ramadan puissent être bien exaucés par les Tout-Puissants. Nous encourageons de tels actes parce que renforcer la capacité de quelqu'un ne veut pas dire qu'il ne connaît pas quelque chose. C'est juste, comme nous avons dit, nous sommes au sein du groupement, nous formons un seul groupe. Donc nous voulons que le message que nous passons au nom de Dieu et de son prophète, paix et salut sur lui, que ce soit un message uniforme, que ce soit un message identique, qu'il n'y ait pas de contradiction entre nous, membres du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Donc j'appelle les prédicateurs à respecter les consignes, à respecter les explications qu'ils vont recevoir du grand formateur Abou Jafar Jabaté pour une meilleure transmission après auprès de la population musulmane. Cette formation permettra aux prêcheurs d'approfondir leurs connaissances sur le Saint-Coran. En clair, œuvrer pour que les prêcheurs s'accordent sur l'essentiel afin d'éviter des contradictions dommageables dans l'interprétation des Écritures saintes. L'objectif de cette rencontre, c'est juste un renforcement des capacités à l'intention de nos prêcheurs. Comme nous venons juste, nous arrivons juste à côté. Nous nous dirigeons vers le Ramadan, donc pour que les messages que nos prêcheurs communiquent soient des messages identiques. Donc cette formation, d'où cette formation. Donc, nous voulons qu'à travers le mois de Ramadan, dans Bamako et aux environs, que tout ce qu'on dit, que ce soit des prêches uniformes au nom du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Nous avons proposé cette formation avec les leaders pour traiter 4 thèmes. Qu'est-ce que l'adoration de Dieu? Deuxième thème, la philosophie des jeûnes en islam. Troisième conférence, c'est sur le jeûne et l'aumône, la philosophie de l'aumône à l'islam. Quatrième point, la responsabilité. Pour que chacun de nous doit être engagé pour sauver notre religion et pour sauver notre société. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le jeûne est le 3e pilier de l'islam. Les préparatifs pour mieux véhiculer le message d'Allah pendant ce mois béni est l'un des objectifs majeurs du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Rappelons que les participants ont été au nombre de 250 prêcheurs venant du district de Bamako.
La promotion du genre dans les chaînes de valeur agricole s'avère une nécessité absolue dans un pays agropastoral comme le Mali. C'est dans ce sens qu'un atelier de formation a été organisé par AgriProFocus et ses partenaires. Un atelier qui s'articule autour d'un thème principal, le genre, socle du développement des chaînes de valeur agricole. C'était à la maison du partenariat Bamako-Angers au quartier du Fleuve. Étaient présents Kafouné Batili et Seydou Niaré pour Chérifla Actualité. La tenue de cet atelier a pour but de renforcer les capacités des acteurs dans la prise en compte du genre dans la chaîne de valeur agricole afin de promouvoir le genre dans le milieu agricole. Aujourd'hui, il s'agit des partages des résultats de l'étude et de capitalisation sur le genre dans les chaînes de valeur agricole. Et qui dit partage des résultats dit apprentissage, qui dit aussi apprentissage dit aussi information, parce que c'est l'effet qui compte, parce que le fait de partager permet à d'autres vraiment de connaître ce qui s'est passé et d'en profiter. Quand vous prenez les chaînes de valeur agricole, surtout les maillons transformation, vous allez trouver que les femmes occupent 60 à 80% du maillon. Donc ça veut dire que c'est pas petit. Donc ça veut dire qu'il faut quand même encore davantage doubler les efforts en la matière pour que ces belles dames puissent davantage subvenir à leurs besoins à travers les activités qu'elles mènent et s'accroître dans la vie socio-familiale. AgriProFocus est un réseau avec des racines néerlandaises. Nous travaillons, comme le nom sous-entend, nous travaillons sur tout ce qui est entrepreneuriat agricole, tout ce qui est agrobusiness, tout ce qui est développement économique local à travers l'agriculture. Cet atelier permettra d'élargir la sensibilité et les connaissances des partisans en matière de genre et chaîne de valeur agricole. Cet atelier, comme on le dit, le genre c'est le socle du développement et surtout du développement agricole. Il s'agit de voir dans toutes les chaînes de valeur agricole quelle est la part des hommes et quelle est la part des femmes et en quoi ça profite mieux aux femmes. Et durant ce processus, c'est un processus de longue haleine où il faut voir dans tous les maillons d'une chaîne agricole, quelle que soit la filière que vous prenez, alors quels sont les vrais acteurs depuis la production jusqu'à la commercialisation et quels sont les rapports entre les hommes et les femmes. Alors, quelle est la part de responsabilité ou la part de production des femmes et est-ce que tout ce processus où les femmes sont intégrées, où les femmes participent, souvent mieux que les hommes, est-ce que par le revenu revient aussi, une part importante du revenu vient aussi aux femmes, est-ce que les femmes en profitent beaucoup plus au profit de leurs efforts? À l'issue de cet atelier d'une journée, des recommandations seront faites pour une égalité en genre dans le domaine agricole. Mieux outiller les jeunes diplômés sans emploi afin de leur donner la possibilité de monter leur propre entreprise. C'est l'objectif que s'est assigné l'Université d'été de l'Institut de responsabilité sociétale des entreprises qui a donc ouvert ses portes au Radisson Blu ce mercredi. Pendant 3 jours, les participants pourront donc bénéficier de certaines techniques d'élaboration du business plan, encore appelé plan d'affaires. Pour un peu plus de détails, voyons ce reportage signé Kadi Diakité et Samba Traoré. Dans le souci de l'insertion de ces étudiants, l'Institut de responsabilité sociétale des entreprises a organisé cette session de formation qui a pour cible les jeunes. Pour cette 2e édition, 29 étudiants seront donc formés à monter un projet et aussi élaborer un plan d'affaires. Cette conférence a lieu à partir d'un constat. C'est que de façon générale, il faut que les gens comprennent que le diplôme est une présomption de compétence, qui ne veut rien dire a priori. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que les jeunes, après les formations académiques, restent dans la nature, errer ça et là, sans pouvoir monnayer leur talent. Alors aujourd'hui, il y a des opportunités qui sont offertes par l'État, notamment la création du ProSège, pour financer les enfants, les étudiants nouvellement sortis des écoles pour les financer leurs activités.
mais cela sur la base d'un programme et d'un processus. Et maintenant, ce programme processus part d'abord de l'élaboration de certains outils qu'on appelle le plan d'affaires ou business plan. Et malheureusement, il se trouve que ces étudiants ont très peu de compétences dans le domaine. Donc, quand on a fait le constat, on estime que dans un pays, tout le monde peut aider le pays pour son développement. Thème de cette formation de 3 jours, élaboration de plans d'affaires. Je pense que c'est très nécessaire et efficace dans notre formation parce que déjà à l'école, on nous apprend les outils de base, mais on ne nous apprend pas comment développer des projets. Parce que déjà le diplôme, c'est pas tout. Il faudrait des techniques sur le marché même et sur la réalité, partir sur de vraies bases, afin de savoir comment réussir dans la vie, on dirait. Non, c'est une rencontre vraiment importante pour nous. C'est une opportunité que nous saisissons, nous. Parce qu'au-delà, le thème nous concerne, parce que vous savez que nous avons lancé une compétition de plans d'affaires. Et nous, notre compétition est lancée depuis le 11 juin, qui va clôturer le 25 juin. C'est des opportunités que nous offrons aujourd'hui. Ceux qui sont dans cette formation pourront allègrement aller sur notre site, s'inscrire comme tout le monde, et cette inscription est gratuite. Cette université d'été est donc une opportunité pour lutter contre le chômage. Nous restons donc dans le milieu universitaire pour vous dire que la délégation du CICR, comme annoncé dans les titres justement, la délégation du CICR a procédé ce mercredi matin à la remise officielle d'une bibliothèque du droit international humanitaire DIH, et c'était à la faveur de la journée culturelle de la dite université, un événement qui a mobilisé un beau monde au sein de l'établissement. Et suivant ce reportage signé Boubacar Traoré Di Infré et Fatmata Doumbia. Cette journée culturelle de l'Université du Sahel avait pour thème l'islam et le droit international humanitaire. La délégation du CICR à Bamako, l'initiatrice de cette cérémonie, poursuit au Mali ses efforts visant à promouvoir et à mieux faire connaître le droit international par les populations maliennes, dont les forces armées de sécurité, les groupes armés, la société civile, les autorités administratives et politiques, ainsi que les milieux académiques, d'où le choix porté sur l'Université du Sahel. La cérémonie d'aujourd'hui marquait une étape importante dans le partenariat entre le CICR et l'Université du Sahel, illustrée par la remise d'une bibliothèque d'ouvrages en droit international humanitaire, le DIH, en français et en arabe, afin de faciliter l'enseignement du DIH aux étudiants de l'université. L'objectif du CICR, par ce geste, c'est de remplir une partie de son mandat. Son mandat est constitué d'abord de la protection et de l'assistance des victimes de conflits armés et d'autres violences, mais il est aussi constitué de la promotion et du développement du droit international humanitaire. Et le fait de faire connaître ce droit international humanitaire, notamment à travers les universités, mais pas uniquement, est une des démarches fondamentales afin que celui-ci soit mieux diffusé et donc mieux respecté. Il y a déjà beaucoup de traductions dans beaucoup de langues, effectivement, des conventions de Genève et de la plupart des textes importants. La CICR, délégation du Mali, surtout pour promouvoir le droit humanitaire international dans les sein des universités. Cette coopération, bon, ça continue depuis plusieurs années à travers la formation des chercheurs et les professeurs de l'université, et participation des séminaires aussi et les colloques dans les pays des sous-régions. Et aujourd'hui, nous allons reçu une bibliothèque de la langue arabe de DIH. Bon, ça c'était point, c'est très intéressant pour nous à l'Université du Sahel, pour promouvoir et pour consolider cette collaboration entre l'Université du Sahel et la CICR aussi. Nous sommes très satisfaits de cette coopération et cette collaboration aussi. C'est dans des livres de cette bibliothèque. Ça joue beaucoup de choses à la bibliothèque de l'Université du Sahel, surtout dans ces domaines, surtout ces ouvrages en langue arabe. Je pense que c'est rare qu'on peut trouver ici au Mali. Donc ça sera la première fois qu'une bibliothèque au Mali peut avoir ces livres en langue arabe. Pour cette journée culturelle avec l'Université du Sahel, le chef de délégation du CICR a procédé à la remise des publications en langue arabe et française. Les contenus de ces ouvrages sont entre autres les conventions
Convention de Genève et leurs protocoles additionnels, la protection des victimes des conflits armés, la protection internationale des droits de l'homme. Je vous propose à présent de faire un tour d'horizon de l'actualité africaine et la compilation d'aujourd'hui vous est offerte par Moussa Fomba. Suivons. L'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus a remporté la majorité des voix lors du second tour de l'élection pour la direction générale de l'Organisation mondiale de la santé. Il devient ainsi le premier Africain à diriger l'institution. Il a supplanté son adversaire, le Britannique David Nabarro, lors du troisième tour du vote. Cette élection vient clore une année d'intense lutte d'influence pour l'accès à la direction de l'OMS, l'un des principaux organes de l'ONU. Après le poste de secrétaire général de l'ONU, celui de directeur général de l'OMS est le plus important du système onusien. Aujourd'hui, à la tête de l'OMS, pour 5 ans à compter de juillet 2017, il est attendu sur de grands dossiers comme la résurgence du virus Ebola en République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à huis clos mardi pour discuter de l'enquête congolaise sur le meurtre de 2 experts des Nations Unies en mars dernier. L'ONU a mis en doute les conclusions de l'enquête menée par les autorités congolaises. De son côté, la justice militaire congolaise a annoncé ce samedi l'ouverture prochaine du procès des assassins présumés des 2 experts sans en préciser la date. 3 enquêtes nationales indépendantes sont actuellement en cours. La Suède et les États-Unis, pays dont sont originaires les 2 experts de l'ONU, Zeida Catalan et Michael Sharp, ont lancé chacun une enquête. L'UE avait décidé de suspendre le paiement de salaire de quelques 5500 soldats burundais engagés au sein de l'AMISOM. Un bras de fer s'est engagé. Bujumbura a menacé de retirer ses troupes, la deuxième en importance, et il a reçu l'appui de l'Union africaine. Finalement, un compromis a été trouvé, prévoyant notamment que ces salaires ne passeront plus par la banque centrale, mais par une banque privée du pays. Et l'Union européenne vient de débloquer il y a quelques jours une partie de ces arriérés. Il s'agit de quelques 23 millions d'euros. De l'argent qui tombe au bon moment pour un pouvoir qui fait face à une grave crise socio-économique. Le groupe État islamique a revendiqué son premier attentat suicide en Somalie, une attaque dont la police a indiqué mercredi qu'elle avait fait 5 morts dans la ville côtière de Bosaso, dans le nord du pays. L'auteur de l'attentat a actionné sa veste explosive mardi soir alors qu'il se trouvait à un checkpoint de Bosaso. Selon plusieurs témoins, l'explosion a eu lieu près d'un hôtel régulièrement utilisé par des responsables locaux comme lieu de réunion. Le président sud-africain Jacob Zuma n'est plus le bienvenu à la COSATU, la puissante confédération syndicale. Autrefois allié du gouvernement, celui-ci a décidé d'interdire au chef de l'État de participer à ses futurs rassemblements. En début de mois, le président Zuma avait été hué lors du rassemblement du 1er mai, signe d'un écart grandissant entre le chef de l'État et sa base. Pour la confédération syndicale qui en a fait l'annonce mardi après-midi, cette décision est logique. Il y a quelques mois, la confédération a officiellement lâché le chef de l'État, indiquant qu'elle n'avait plus confiance en lui et alla même jusqu'à demander sa démission. Et juste un mot de sport avant de boucler cette édition d'information. Le sélectionneur des Aigles, Alain Giresse, a dévoilé mardi dernier la liste des 22 joueurs retenus pour le match Mali-Gabon, prévu le 10 juin, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. D'entrée de jeu, le technicien français a avoué avoir eu beaucoup de difficultés pour faire sa sélection. C'était compliqué de faire cette liste, comme vous pouvez le constater. Je n'ai pu avoir que 22 joueurs. Peut-être qu'il y aura un 23e avant le jour J, a martelé le sélectionneur national. En cette fin de saison, poursuivra Giresse, il y a des joueurs qui ont tourné la page de l'équipe nationale, d'autres sont blessés alors que ceux qui doivent changer de club s'activent pour trouver un point de chute. C'est pour toutes ces raisons que j'ai fait appel à quelques jeunes joueurs, expliquera le sélectionneur national avant de communiquer la liste des 22 joueurs sélectionnés pour cette première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Voilà ce qu'on pouvait retenir de cette conférence de presse. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Kafounia Bachili pour la présentation du bulletin d'information en langue nationale Bamanakan. Excellente suite de programme et à très bientôt.